Que vous nous écoutiez sur TVC9 ou à travers le web et YouTube en captant sur votre téléphone TMS TV, un immense merci de vous informer avec nous. Ce 7 mai, on vous parlera du danger que traversent les ZEC. Nous aurons les réactions de Sébastien Lemire, choisi le 28 avril pour un 3e mandat comme député dans Abitibi-Témiscamingue. Et vous parlerons des dangers de la route 101 pour l'économie du Témiscamingue. Mais d'abord, on le ressent trop souvent et les effets durent très longtemps dans les villes, villages, quartiers et rues où surviennent ces drames. L'alcool au volant fait mal, une souffrance qui touche trop souvent les familles et usagers de la route au Québec. Un tel drame qui fait son effet en ce moment après la mort d'un jeune piéton à Rouyn-Noranda. Un délit de fuite survenu alors que un automobiliste aurait pris le volant en état d'ébriété et il ne s'agit, avec entre autres les fêtes liées au bal des finissants, que d'un des plus tristes exemples impliquant ce genre de comportement. C'est pourquoi les autorités policières, comme tous ceux qui doivent intervenir auprès des jeunes, doivent agir de concert contre ce crime aux graves conséquences. Ainsi, des agents de la SQ, accompagnés des collègues des services d'urgence, continuent leur intervention de prévention. D'ailleurs, ils vont intervenir demain avant-midi à l'école Rivière-des-Quinze à Notre-Dame-du-Nord. L'opération Impact, qui simule un grave accident causé par un conducteur en état d'ébriété, se déploiera auprès des étudiantes et étudiants de secondaire 4 et 5. Saisis à la prison d'Amos dans les derniers jours, des agents correctionnels du centre de détention en Abitibi-Témiscamingue qui ont mis la main sur de la marchandise de contrebande. 49 000 $ de tabac et de stupéfiants ont été découverts grâce à leur vigilance auprès de certains détenus. Selon le ministère de la Sécurité publique qui n'a pu nous parler, plusieurs mesures sont déployées dans les établissements de détention du Québec pour contrer l'introduction d'objets non autorisés entre leurs murs. La détection et la récupération des articles prohibés contribuent à l'atteinte de l'objectif prioritaire qui serait d'assurer la sécurité des personnes et des lieux. Québec qui rappelle que des investissements majeurs de près de 36 millions de $ ont eu lieu l'automne dernier pour renforcer la sécurité dans les établissements en les dotant tous d'équipements spécialisés, notamment pour améliorer la détection des drones, ces appareils qui favorisent l'entrée de produits prohibés. En santé, le palmarès des urgences, le 16e, est publié. Le journal La Presse et sa coop de l'information reviennent avec la liste des meilleurs et des pires temps d'attente depuis 2 ans. Son bilan qui laisse entrevoir que les initiatives pour améliorer l'accès aux soins de première ligne n'auraient pas suffi à diminuer le taux d'occupation des urgences du Québec en 2024-2025. Plus âgés, plus malades, plus nombreux, on maintient les patients, les patients, dis-je bien, qui maintiennent la pression. Mais malgré la hausse de visites, la performance du réseau est stable. Bien sûr, Témiscamingue priorisé. Je commence par le classement du C3S Sainte-Famille. Il occupe le 5e rang des hôpitaux territoriaux de moins de 10 000 civières. Le centre hospitalier de Témiscamingue qui obtient A relativement à ces améliorations depuis 2023, avec une moyenne de séjour de 10h18 cette année. Rouyn-Noranda est 3e en amélioration depuis 2023 et 11h28 de temps de séjour. Ailleurs, Amos prend du mieux au 11e rang et La Sarre-aussi au 14e rang. Le centre de santé Saint-Sauveur à Val-d'Or prend le 31e rang des 44 hôpitaux de sa catégorie avec 17h30 de temps d'attente. Autre genre d'urgence, la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC, la FQGZ, et le réseau des ZEC, entre autres, lance un cri du cœur au gouvernement du Québec afin de trouver de vraies solutions
au manque de financement récurrent qui met en péril tout le secteur. Le réseau ZEC, qui représente l'un des plus grands réseaux d'économie sociale axés sur l'environnement, ses activités sur 48 000 km² de territoire, dont 8 000 dans 6 zones dans Sainte-Claire et au Témiscamingue, qui entraînent des retombées économiques de près de 300 millions de dollars par année. Des zones qui soutiennent plus de 4 000 emplois dans les différentes régions du Québec. Dans la province, c'est plus de 6 000 journées d'activité et près de 700 000 personnes qui ont accès à la nature grâce à ces organismes. L'ensemble des organismes à but non lucratif délégataires de la gestion de ces territoires publics structurés par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatique de la faune et des parcs qui assurerait la réalisation de leur mission de conservation et de mise en valeur de la faune et d'accès équitable au territoire. Les revenus générés par la chasse, la pêche et le récréotourisme sont entièrement réinvestis dans la mission, notamment celle de protéger la faune en appui aux agents de la faune. Mais les revenus baissent malgré l'autofinancement dont font preuve ces organismes. Myriam Bergeron, excusez-moi, elle est directrice générale à la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC. Alors, dites-moi, Mme Bergeron, qu'est-ce qui se passe avec nos ZEC? Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe avec nos ZEC? En ce moment, ben, en fait, on a lancé un cri du cœur, malheureusement, au gouvernement du Québec parce que on vit des moments difficiles depuis les dernières années. Donc, tout ce réseau d'organismes à but non lucratif qui ont la gestion déléguée des ZEC, des zones d'exploitation contrôlée pour le ministère associé à la faune. On a fait plusieurs démarches pour obtenir du financement, pour trouver des solutions aussi structurelles à l'intérieur du réseau pour être en mesure de que ce soit de s'autofinancer, mais en fait que ce soit trouver des moyens de délivrer notre mission de conservation et de mise en valeur de la faune à l'échelle de ces 63 territoires-là qui sont merveilleux. Dans les dernières années, on n'a pas échappé à l'inflation, l'augmentation des coûts, les défis de main-d'œuvre. Comme je l'ai dit, on demeure un grand réseau d'organismes à but non lucratif, en fait, qui permettent, qui assurent l'accès au territoire pour les Québécoises et les Québécois. On est impliqué fortement dans la protection, en fait, de la faune, le suivi des habitats fauniques, l'offre d'activités de chasse, de pêche, de récréotourisme à l'intérieur de ces territoires publics-là. Donc, notre mission, bien évidemment, on adore notre mission, on souhaite la réaliser pour les gens. On est un réseau qui existe depuis plus de 45 ans. Puis on vit des périodes qui sont très difficiles. Il faut qu'on trouve des façons. De nous moderniser, mais nous moderniser aussi dans la structure financière du maintien de nos opérations pour les Québécoises et les Québécois. De la manière que ça marche là maintenant, là, on va dans nos ZEC, nous on en a de beaux espaces au Témiscamingue, là on les apprécie. Il y a des coûts liés à ça. Où va cet argent-là? Pourquoi c'est pas de l'argent qui vous rapporte à vous et qui vous aide à faire votre travail? Ben, en fait, il faut savoir que les gestionnaires de ZEC peuvent offrir là, des activités, que ce soit généralement de la chasse, de la pêche. Il y a aussi des activités de récréotourisme, des activités de camping. Il peut y avoir du prêt à camper. Il y a différents types d'activités là, qui sont offertes partout sur le territoire des ZEC. Puis dans le fond, ça fait partie de leurs prérogatives là, qui sont capables de tarifer ces activités-là. Donc, quand les usagers ils viennent faire des activités sur les ZEC, ben ça permet de générer de l'argent qui est réinvesti dans la mission de conservation et de mise en valeur de la faune ainsi que de maintien de l'accès au territoire. Donc, toutes
cet argent-là est réinvesti directement sur le territoire. En grande partie, ça sert à l'entretien de la voirie forestière, qui sont des coûts qui sont très, très, très importants, en fait. Mais aussi, on a le maintien des autres infrastructures là, pour l'accueil des personnes. On a aussi le fait d'avoir du personnel, bien évidemment, pour non seulement permettre les activités, mais aussi il y a l'embauche des assistants de protection de la faune. Il y a des personnes qui vont faire de la surveillance, qui vont s'assurer aussi du suivi là, de différentes mesures, comme que ce soit au niveau de la gestion de l'organisation ou encore du suivi de plans de mesures d'urgence. Donc, c'est des choses qui sont essentielles à être maintenues. Il faut maintenant savoir que l'ensemble des tarifs qui sont offerts aux gens sont régis par règlement. Donc, il y a des maximums tarifaires qui sont régis par règlement. Puis ça, on est tout à fait en accord avec ça parce que pour nous, l'accessibilité, ça demeure aussi une accessibilité de portefeuille. On souhaite que les gens puissent avoir accès à des activités nature à tarifs vraiment réduit, mais c'est aussi un choix de société. Puis dans la mesure où nos organisations arrivent pas à joindre les deux bouts parce que les coûts d'opération puis d'engagement dans cette accessibilité-là ont explosé, que les revenus, on souhaite pas les renvoyer à l'usager, mais on souhaite plutôt que on mette en place des mécanismes pour assurer du financement pour maintenir cette accessibilité-là au plus grand nombre des Québécois. Actuellement, si les revenus ne sont pas suffisants et que le ministère de la Forêt ne vous supporte pas, est-ce qu'il y a des ZEC qui sont en danger? C'est difficile à dire à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des ZEC qui sont en danger? Oui, il y a des signaux malheureusement inquiétants qu'on voit arriver. On pense à plusieurs solutions, mais évidemment, on sera pas capable de maintenir le cap là, c'est à tout prix, évidemment. Il y a quand même, il y a quand même des choix qui risquent d'être difficiles à faire là, dans la prochaine année, dans les prochaines années, si jamais il y a rien qui bouge, en ce sens où il pourrait y avoir des coupures importantes dans la prestation de services, là, c'est-à-dire l'entretien des chemins, par exemple, ou cet entretien-là des infrastructures, ou encore pire, de protection du territoire qui pourrait être diminué parce que les revenus sont pas au rendez-vous. Mais c'est sûr que ça peut avoir un impact à la fois sur l'expérience des gens, sur l'accessibilité, puis sur la santé faunique. Est-ce qu'on devrait avoir des craintes? Nous, par exemple, du côté du Témiscamingue, là, on a quand même, je pense que c'est 8000 kilomètres carrés de ZEC chez nous. C'est de l'espace, de l'entretien. Est-ce qu'on devrait craindre? Ben, je peux vous dire que dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a, comme dans les autres régions, des bénévoles qui ont le réseau des ZEC de tatouer sur le cœur. Il y a des gens mobilisés qui vont tenir à bout de bras le plus d'opérations, puis d'activités, puis d'entretien qu'ils sont capables de le faire. On espère encore qu'on puisse entamer des discussions en ce qui concerne le financement du réseau avec le gouvernement du Québec. Il y a eu l'étude des crédits. On sait que c'est des situations économiques qui sont difficiles dans la province, mais n'empêche que d'investir dans ce réseau-là, c'est que à peu de coûts, on assure un service grandiose aux citoyens, puis un retour sur l'investissement qui est extrêmement grand. Au-delà des dollars de retombées économiques que ça entraîne partout en région, c'est aussi des retombées qui sont sociales, c'est aussi des retombées qui sont environnementales, puis ça, faudrait sûrement pas les sous-estimer. Est-ce qu'on sent un affaiblissement du réseau des ZEC à travers le Québec parce qu'il y a un manque à gagner financièrement? Oui, on sent un affaiblissement du réseau des ZEC. Malheureusement, il y a des bénévoles qui décident de quitter parce que c'est trop difficile. Il y a des employés qui font la même chose. C'est de plus en plus difficile de maintenir les ressources humaines en place. On fait énormément d'efforts à ce niveau-là. Mais si on veut être en mesure de faire face aux défis auxquels on a à faire face, ça nous prend vraiment un appui financier.
Et est-ce que vous avez l'impression que Québec vous affaiblit, vous laisse faiblir, vous laisse mourir un petit peu, comme on dit? Je voudrais surtout pas porter d'intention parce que je n'ai pas de message clair comme quoi on nous laisse mourir, mais ça fait peur. Ça fait peur, la situation à l'heure actuelle, non seulement économique, mais aussi en termes d'ajustement réglementaire, de réformes réglementaires. On le voit aussi avec le projet de loi 97. On a des grands défis, non seulement environnementaux, mais au niveau de l'utilisation du territoire public québécois. J'espère que les Québécoises, les Québécois, que le gouvernement croit encore en nous parce qu'on fait partie de la solution à bien des égards. Sentez-vous que justement, en regard à la loi 97, on veut peut-être venir gruger un peu sur le territoire qui pour l'instant, est réservé à la récréation? Euh, Puis dans le fond, le réseau des ZEC, on n'est pas contre l'aménagement forestier. En fait, on souhaiterait davantage avoir un aménagement forestier de proximité, puis qu'on soit réellement inclus dans la planification de l'aménagement forestier pour que ça puisse devenir du positif pour nous, notre aménagement au niveau du territoire, mais du positif aussi en termes de retombées économiques de l'industrie forestière dans les régions. C'est tout aussi important. Actuellement, malheureusement, on a eu clairement la réponse que on n'a pas de garantie que les territoires des ex seraient au moins considérés comme des zones multi-usages. Donc, malheureusement, en ce moment, on s'attend quand même à ce que des parties ou des zones où la priorité est à la foresterie vont aussi se trouver dans les ZEC. Malheureusement, c'est on n'a pas de garantie en fait qu'on sera entendu. On ne sait pas de quelle façon ce zonage-là va être réalisé. Donc, on trouve que c'est extrêmement dommage en fait d'avoir passé à côté cette opportunité-là d'un vrai dialogue social, considérant que nous aussi on souhaite une foresterie durable puis qui est cohérente avec nos activités puis la conservation de la faune. Je pense que ça peut être un calcul avec une certaine vision économique, mais je peux vous garantir que le réseau des ZEC, ça entraîne 300 millions de retombées économiques par année, c'est 6 millions de journées d'activité dans tout le réseau, c'est des milliers d'emplois aussi qui dépendent de ce réseau-là, puis c'est clairement un réseau qui n'est pas développé à son plein potentiel. Donnez-nous une chance de vraiment faire partie de la discussion, de vraiment faire partie de l'équation, puis de croire en nous parce que c'est un investissement qui peut aussi entraîner une forte augmentation en termes de retombées économiques puis en termes de qualité d'emploi dans les régions. En plus d'avoir l'avantage de diversifier les économies régionales, ce qui est hyper important dans une vision de stabilité de ces économies-là dans le temps. On sait qu'on a des défis, une foule de défis. Les ressources, c'est pas toujours égal, que ce soit au niveau de la forêt, que ce soit au niveau de la faune, mais pour qu'on ait des régions en santé, ça prend des économies qui soient diversifiées. Faut qu'on soit capable de parler ensemble, faut qu'on soit capable de s'entendre, puis de planifier les opérations sur le terrain. Encore une fois, on s'est pas positionné contre la foresterie en tant que telle, mais on souhaite vraiment que notre foresterie au Québec se fasse de façon durable, puis qu'elle fasse l'objet d'une réelle concertation sur le terrain, où les activités des ZEC, que ce soit au niveau récréo-touristique ou encore de la conservation, soient réellement pris en compte. Et est-ce que le partenariat ou la collaboration avec les pourvoiries sur les territoires, ça se passe bien entre vous? De façon générale, oui, c'est certain que les ZEC et les pourvoiries ont des enjeux différents compte tenu généralement de la grandeur des territoires, par exemple. Donc, il y a des réalités qui sont différentes. Mais les fédérations fauniques travaillent très, très fort ensemble. Donc, ZEC Québec et la Fédération des pourvoiries, tout comme avec la CEPAC, tout comme avec les autres fédérations. On collabore ensemble, puis on souhaite un milieu faunique qui soit uni, parce qu'au final, les grands objectifs sont similaires. Après, c'est certain que des fois sur le terrain, il peut y avoir
des divisions, il peut y avoir des visions qui sont différentes, mais on est toujours là, nous, comme fédération, pour essayer de faire de la concertation puis de la conciliation au niveau local, là. Ah, eh ben, en tout cas, vous n'avez pas l'intention de vous laisser, euh, comme on dit, enlever du terrain et vous demandez au gouvernement de ramener le financement nécessaire. Vous en avez besoin, vous saurez quoi faire avec ces crédits-là si vous les avez. Alors, on vous entend. Absolument, absolument. En fait, en termes de retour sur l'investissement, les sommes qu'on a proposées dans notre mémoire prébudgétaire, qui était un plan de développement sur jusqu'en 2028 pour le réseau des ZEC, ça représentait assurément une augmentation de ces retombées économiques-là. Donc, à chaque dollar que le gouvernement met, ça pouvait multiplier jusqu'à 30 à 40 le nombre de dollars en termes de retombées économiques, ce qui est quand même pas banal. Donc, on a une capacité qui est là, qui est intéressante. Puis on espère, en ce qui concerne le projet de loi 97, là, qu'on puisse retarder la commission parlementaire. Puis on sera présent, il y aura un grand sommet sur la foresterie le 20 mai à Chicoutimi. Puis on sera présent avec l'ensemble des partenaires là, pour avoir des discussions à cet égard-là. On espère que la ministre va entendre. Déterminer ça sur une note comptable, Yes. budget de 330 millions de dollars, vous souhaiteriez passer à combien? On n'a pas de budget de 330 millions de dollars. En fait, on proposait. De Non, 300. c'est des retombées économiques, en fait, de près de 300 millions. Mais en fait, tu sais, les besoins, là, sont évalués à peu près 10 millions par année pour l'ensemble du réseau, là. Donc, on parle quand même, tu sais, c'est des montants euh, qui peuvent paraître grands, mais quand on regarde à la grandeur de quel territoire il peut être investi, ça demeure somme toute des montants qui sont très raisonnables en fait. Euh, Et en ce moment, vous gérez avec combien d'argent là, pour on n'a aucun argent. OK, le gouvernement ne vous subventionne pas. Il y a pas Ben non, tu sais, dans le fond, là pour notre fonctionnement, ben évidemment, on réussit à aller chercher des subventions dans des programmes normés divers. On a, mais c'est du financement à l'intérieur de programmes. Donc, oui, il y a des programmes qui proviennent du ministère auxquels on a accès. Donc, mais il faut évidemment proposer des projets, puis on a un certain appui. Sinon, mais c'est pas un budget de fonctionnement là, ça bon, n'existe pas. on vous laisse tout simplement gérer ça avec le ministère de la Forêt en souhaitant que nos ZEC ne souffrent pas trop longtemps d'un manque à gagner et que les citoyennes et citoyens puissent profiter longtemps de ces beaux territoires. Merci. Maintenant, les élus du conseil de la MRC de Témiscamingue qui ont adopté une résolution le 30 avril demandant à Québec d'agir face à l'inéquité imposée aux commerçants de notre province devant le retrait de la taxe carbone au Canada. Depuis l'abandon en Ontario, donc, les commerçants du Témiscamingue qui subissent une perte importante d'achalandage due aux écarts de prix sur les produits pétroliers, ce qui engendre des fuites économiques assez préoccupantes. Par ailleurs, le Conseil a aussi résolu de réclamer au gouvernement un entretien plus rigoureux des routes principales, dont, pour ne nommer que celle-là, la route 101, dont l'état de dégradation compromettrait la sécurité des usagers et affecterait la qualité de vie des citoyens. On vous croit là-dessus. La situation, insiste-t-on, est un frein au développement de la région. Les élus de la MRC qui ont aussi décidé d'encadrer de manière stricte l'utilisation de ces voies de contournement temporaires passant par l'éco-centre pendant la durée des travaux majeurs sur le pont du ruisseau l'Africain entre les municipalités de Fabre et de Béarn. Ils imposeront des conditions précises aux tiers qui seront autorisés à l'emprunter.
aussi notre municipalité régionale de Comté et son comité de coopération intermunicipale qui travaille en ce moment sur la mutualisation des ressources au Témiscamingue. Elle réalise un inventaire des équipements et de la machinerie municipale afin d'identifier les possibilités de mise en commun sur le territoire. Enfin, la fonte des neiges achève. Depuis, il y a des semaines de planification qui prennent place chez nos fermiers et beaucoup n'y arriveraient pas sans leur main-d'œuvre agricole étrangère. Ces ouvriers qui se font rares et l'ouvrage aussi, la MRC demande au ministère de l'Immigration d'alléger les procédures pour permettre le partage de travailleurs saisonniers entre entreprises agricoles d'un même territoire. La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, M. Jean Boulet, et nos 3 députés régionaux, dont celui de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, confirment un appui financier d'1 831 544 $ en collaboration avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue pour soutenir le développement de 52 projets touristiques régionaux. Ce montant qui a été octroyé dans le cadre de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme depuis les 3 dernières années. De cette somme, 248 000 $ sont distribués dans 8 projets d'envergure strictement témiscamiens. Le mandat pour la stratégie d'attractivité du Témiscamingue qui a été confié à la firme Spritz, qui développe une campagne ciblée valorisant la région. Un contrat qui a aussi été octroyé à Le Bleu Communication pour ajouter un calendrier interactif sur le site de tourisme Témiscamingue, facilitant l'accès à l'offre d'activité. Parmi eux, 9 000 $ des projets pour une étude de faisabilité pour créer une œuvre de multimédia pour la Fondation Legs de nos aïeux à Rimini, 15 000, dis-je bien, pour organiser la 22e foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Aussi 15 000 pour l'organisation du Festi-Rock X Vertical 08 du club d'escalade Le Rappel du Nord. Même montant à la MRC de Témiscamingue pour obtenir les services professionnels de cette firme spécialisée pour la mise en œuvre d'une démarche de planification participative et concertée de l'offre touristique sur son territoire. Au camping de la baie Paulson à Notre-Dame-du-Nord, 50 000 $ ont été octroyés pour l'aménagement de 45 nouveaux sites de camping et l'acquisition de cabanes à pêche hivernales. Et à Ville-Marie, 64 000 $ sont allés à la coopérative de solidarité plein air régionale pour acheter une fourgonnette 14 passagers pour les activités en plein air et de nature-aventure. Enfin, à l'annuel, 70 000 pour acquérir des embarcations nautiques et de véhicules tout-terrain pour les excursions autour des chalets de la baie des Plongeurs. Le mandat pour la stratégie d'attractivité du Témiscamingue est confié donc à Spritz, qui développe une campagne ciblée. Un contrat est aussi octroyé, on vous le rappelle, à Le Bleu Communication pour un calendrier interactif. De quoi appuyer une industrie en plein essor dans la région puis attirer des visiteurs internationaux et québécois séduits là où on vit par l'offre en tourisme de nature et en tourisme hivernal, 2 secteurs clés pour le développement d'une offre touristique distinctive, durable et attrayante. Élection fédérale du 28 avril, des faits dans le comté voisin d'Abitibi, Baie James du Nunavik-Ayiu, à la grande déception des supporters de Mme Sylvie Bérubé. Le Bloc québécois et une majorité de près de 50 % dans Abitibi-Témiscamingue qui a assuré la réélection de Sébastien Lemire. 60 % des électrices et électeurs qui se sont déplacés aux urnes dans son comté. L'homme politique de 41 ans qui échappe à l'attrait des libéraux au pays et pourra poursuivre, comme il nous a déclaré le souhaiter, quelques heures après sa victoire, ses engagements dans un 3e mandat. Plus de 24 000 personnes, au moins 11 000 de plus que son opposant du PLC, Jonathan Anderson, qui ont voté pour lui.
Sébastien Lemire, on se parle au lendemain du résultat électoral, victoire de Sébastien Lemire dans Abitibi-Témiscamingue. Parle-moi un peu des résultats de ce scrutin-là. Ben, je suis particulièrement fier, particulièrement touché de l'appui fort de la population dans un contexte où on a un résultat qui est très semblable, autour de 50% que la dernière élection. Par contre, on avait un vent de face qui était particulièrement fort dans cette campagne-là. Et en équipe, on a fait le pari de parler d'enjeux régionaux, presque exclusivement d'enjeux régionaux, qu'en réponse à l'ingérence étrangère, qu'en réponse à Donald Trump, ben, ce serait l'Abitibi-Témiscamingue qui amènerait ses réponses par la transformation de ses ressources, puis que les gouvernements doivent répondre présent, que ce soit pour les enjeux en agriculture avec un abattoir, des circuits courts, que ce soit au niveau de la foresterie. Ça fait 40 ans qu'on vit la crise du bois d'œuvre, donc il est peut-être temps de dire qu'on se prend en main, indépendamment de Donald Trump, qu'on transforme nos ressources à proximité. C'est vrai aussi dans le milieu des mines, avec les minéraux critiques stratégiques et autres. Il y a vraiment là une opportunité à saisir pour l'Abitibi-Témiscamingue. C'est le pari qu'on a fait, puis on se rend compte que c'est un pari. Je reçois un mandat très fort pour pousser la région, encore une fois à Ottawa, et de pousser dans le sens aussi du gars de terrain que j'ai été, le gars de la région, qui connaît les enjeux depuis 6 ans que je travaille de ce niveau-là. Puis c'est donc aussi un mandat de confiance que je prends avec beaucoup de fierté aujourd'hui. Vous avez commencé votre terrain au Témiscamingue parce que vous saviez que le message était fort de ce côté-là, le Témiscamingue qui est en forte demande, si on peut dire? Ben, je dirais de façon honnête, c'est aussi par un coup de cœur, par conviction, mais on s'entend que la dernière année a été difficile au Témiscamingue, que le Témiscamingue a besoin d'amour, a besoin de support davantage des programmes, qu'on pense aux enjeux forestiers particulièrement. Plusieurs des engagements de campagne allaient en ce sens-là. Je peux nommer celui avec l'URDAT, donc l'Institut de recherche de l'UQAT au niveau de l'agriculture. Ben, c'est une référence à ce qui se faisait à Kapuskasing en recherche il y a une dizaine d'années, que ça a été coupé par Stephen Harper, mais l'idée de réfléchir et de connaître une connaissance scientifique de notre agriculture en milieu nordique, en milieu argileux, dans un climat différent est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était. Donc, ces fonds-là devraient s'attribuer à l'URDAT, à l'UQAT, pour pouvoir refaire ces recherches-là, et ça serait effectivement quelque chose de très, très bénéfique pour le Témiscamingue. Donc, le Témiscamingue a été nommé plusieurs fois, d'abord dans son ensemble, et c'est quelque chose que je veux continuer. Des enjeux comme l'habitation, comment les maisons Champoux peuvent faire partie de la solution. Un des problèmes qu'il me nommait, c'est les cahiers de charges gouvernementales ne tient pas compte, les dimensions qu'ils demandent des maisons ne tient pas compte de la capacité de les mettre sur nos routes. Donc, ça fait en sorte qu'ils se retrouvent peut-être mal placés pour obtenir des contrats quand ils peuvent faire partie de la solution, quand on a un volume qui est à créer. Des programmes d'habitation pour construire des 8, des 16 plex peuvent faire la différence au Témiscamingue, beaucoup plus peut-être que construire 2000 logements à Toronto. Et c'est comme ça qu'est conçu les programmes gouvernementaux des libéraux depuis tant d'années. Et ça, ben, c'est des choses qu'il faut nommer pour voir les choses changer. Et c'est ce que je continue de m'engager à faire. Et votre équipe a déjà en main les dossiers prêts à retourner voir les demandeurs, comme on dit, et travailler avec eux? Ben, une campagne électorale, il y a ça de bon aussi. Ça permet de recharger aussi nos réseaux de contacts puis notre connaissance fine des enjeux, des besoins des gens sur le terrain. Donc, de pouvoir avoir vu les gens au Témiscamingue peut-être à quoi 6, 7, 8 reprises durant la campagne électorale facile, ben, ça fait en sorte qu'on est plus proche de nos gens. Puis, effectivement, arrive un discours du trône, va arriver un budget. Ben, moi, j'aime toujours prendre le tiers de mes allocutions au moins pour nommer les besoins spécifiques de la région, avec des données statistiques, mais aussi avec les besoins de nos gens, de nos entrepreneurs, de nos gens du milieu communautaire, de nos aînés, de nos jeunes, pour vraiment cibler c'est quoi les besoins propres, particulièrement au Témiscamingue. Du côté du sud du Témiscamingue aussi, je tiens à le nommer, la situation avec l'usine Rayam, c'est particulier. Du côté de l'est du Témiscamingue, évidemment, avec la Commonwealth Plywood, du côté de Béarn, c'est des enjeux qui soulèvent bien des questions et qui, il y a des réponses qui vont être amenées par notamment le prix de la ressource, puis comment on est capable peut-être de recréer un marché canadien dans le contexte. Mais des solutions magiques comme des contre-tarifs, il y a des milieux dans lesquels on peut se faire très, très mal. Donc, il n'y a pas de pensée magique maintenant. Il va falloir en débattre et enfin, ben, le Parlement va pouvoir servir à ça.
Vous avez parlé d'un vent de front. Votre collègue Abitibi-Benjamin Navik-Iyo. Oui, Sylvie, a été frappée. Elle est emportée par la dernière rafale, si on peut dire. Vous réagissez comment? Ben évidemment, de la peine d'abord pour la femme qu'elle est, de la peine aussi de voir aussi plusieurs collègues qui ont perdu leur élection, qui ont quitté, des gens de qui j'étais particulièrement proche. Donc c'est sûr qu'en ce lendemain d'élection, il y a ce sentiment-là qui est présent, de penser l'aspect humain de la politique. C'est très exigeant, c'est engageant la politique, mais c'est aussi des amitiés. Et ça, ben c'est peut-être la première pensée va à comment redéfinir sa vie après la politique. C'est un défi qui est toujours très grand. Là. Merci. Merci à vous. L'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement va tenir son tout premier colloque annuel du 25 au 27 mai. Il convie des membres de la communauté scientifique, des spécialistes, des décideuses et décideurs, ainsi que la population au campus de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Tous doivent discuter des enjeux environnementaux liés aux contaminants et à la santé, ainsi que des recherches récentes dans ce domaine. Ouvert au grand public, le colloque l'ONIX et les sciences au cœur de la vie citoyenne propose une programmation qui est tout à fait gratuite. L'organisation qui donne déjà accès à une multitude des données qui y sont traitées à travers un tout nouveau site web, c'est le ONICSE, onyx.u4.ca. La SADC, la Société d'aide au développement des collectivités, qui récompense 2 commerçants de chez nous. Des prix remis le 24 avril dernier. Témis TV se joint à la communauté des affaires pour féliciter d'abord le café Boustifo et le fromage au village. L'entreprise de Ville-Marie qui célèbre son 15e anniversaire l'emporte au volet régional Réussite Inc. Quant à notre fromagerie de Lorrainville, elle est lauréate témiscamienne du volet Faire affaire ensemble. Un nouveau tournoi s'installe dans quelques jours. On vous parle de sport, bien sûr. C'est le tournoi de hockey-ball familial de Guigues et ça arrive le 24 mai. En formule 3 contre 3, il propose 3 périodes de 10 minutes. Les équipes de 16 heures doivent être composées d'un enfant de 11 ans et plus, d'un ado de 12 ans et plus, un homme, une femme et une personne de 50 ans et plus. Et c'est important, au moins 5 membres de la même famille sont attendus au Colisée par équipe. Les inscriptions se poursuivent d'ici le 9 mai. Un souper hot dog, une remise de prix et un feu de camp vont compléter l'événement. Amusez-vous bien. Ben voilà, on a fait le tour pour le moment. Merci de votre attention et de votre soutien à votre télé. Votre importance qui est primordiale, oui, primordiale, croyez-le. Merci et à la semaine prochaine.